Bon, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien, mais pour la chaîne, ça fait vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra ou encore le Yéti sont des créatures emblématiques de l'univers de la cryptozoologie, de ces êtres fantastiques, mythiques, relégués généralement par les hommes au rang de monstres. Géolocalisés en Amérique du Nord, en Écosse, au Mexique ou dans l'Himalaya, nous pourrions croire que ces histoires étranges et mystérieuses n'existent que dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, loin, très loin de chez nous. Pourtant, il n'en est rien. La France regorge de folklores régionaux, d'une richesse à en faire pâlir de jalousie les plus grands romanciers de science-fiction. Avec près de 550 000 km² pour une centaine de départements, l'histoire multimillénaire de la France possède une culture régionale d'une richesse incroyable. Chaque lieu, chaque ville, chaque rivière ou chaque montagne y possède une histoire et parfois des histoires ancestrales transmises de génération en génération, de grands-parents à petits-enfants, perpétuant ainsi la grande tradition culturelle et historique du patrimoine national français. Simples histoires pour effrayer les enfants, superstitions créées par les hommes pour affronter leurs différentes peurs ou faits réels relevant de créatures fantastiques, la France regorge de mythes et de légendes concernant des monstres terrifiants n'ayant rien à envier aux légendaires loups-garous ou à Dracula. Si tout le monde connaît la légendaire bête du Gévaudan, ce loup géant et meurtrier qui aurait sévi à la fin du XVIIIe siècle dans le Languedoc, engendrant plus d'une centaine de victimes et dont de nombreux récits font mention, vous allez pouvoir constater que chaque région de notre beau pays, chaque ville, chaque forêt, abrite une créature mythique. Rendons-nous dans le département du Vaucluse, là où la rivière Sorgue prend naissance, pour y découvrir une créature aussi monstrueuse que mythique. C'est ici, dans l'exurgence de la Sorgue, que durant le VIe siècle de notre ère vécut la Coulobre. Monstre serpentiforme ailé, ce dragon aquatique aurait vécu dans la grotte de la Fontaine du Vaucluse, terrifiant l'ensemble des habitants de cette région. La légende raconte que la Coulobre s'accouplait avec différents dragons, mais que ces derniers l'abandonnèrent systématiquement, l'obligeant ainsi à élever seule les petites salamandres noires tachetées d'or à qui elle donnait la vie. Les années passant, la Coulobre cherchait désespérément un compagnon qui resterait à ses côtés pour voir grandir sa descendance, mais aucun ne le fit, tous repoussés par sa terrible laideur.
Ce serait l'évêque de Cavaillon qui aurait miraculeusement chassé la créature de ce lieu, l'obligeant à fuir dans les Alpes jusqu'au village de Saint-Véran pour y attendre la mort. La couleuvre symbolisait l'interaction des éléments vitaux primordiaux, pouvant à la fois vivre sur terre, sous l'eau et dans les airs. À l'image de beaucoup d'autres combats entre des saints et des dragons, cette créature représente également la destruction des anciens cultes païens par l'avènement de l'Église catholique monothéiste. La fontaine du Vaucluse aurait donc abrité, il y a 1500 ans, un monstre terrifiant, un dragon serpentiforme ailé qui a inscrit son nom dans le patrimoine culturel de cette région de France. Dirigeons-nous maintenant plus au nord, dans les Vosges, où les forêts verdoyantes abritent une créature aussi effrayante que surprenante. Les 280 000 hectares de forêt vosgienne abritent en leur sein un individu bien étrange. Depuis le début du XIXe siècle, le Ouéran semble en effet arpenter durant les nuits les sentiers des bois, montant au sommet des collines pour y observer l'étendue de son habitat. Ce géant des forêts est décrit comme pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Il posséderait des jambes de caprin et une tête de bouc en guise de fessier, lui permettant de s'asseoir aisément près du feu. Il posséderait d'immenses yeux perçants avec lesquels il pourrait scruter l'horizon, ainsi qu'une barbe hirsute, et serait coiffé d'un grand chapeau noir aux bords rabattus. Tous les témoignages stipulent que cet être particulier, errant la nuit dans les forêts vosgiennes, posséderait un cri reconnaissable entre mille. La dénomination de cette créature mythique en est par ailleurs inspirée, puisque le terme « ouéran » signifie « hurleur » ou « crieur » en patois local. L'apparence de cet individu se rapproche donc d'un aspect diabolique, arborant notamment la symbolique des jambes de bouc et d'une tête de caprin sur son corps, faisant du ouéran des Vosges, d'après certaines rumeurs, un cousin du diable. Mais si son apparence tend vers une vision démoniaque de cet être, la raison de sa présence en ce lieu en est tout autre. Le ouéran aurait en effet comme fonction de lutter contre les braconniers et les voleurs de bois sévissant dans les forêts des Vosges, les effrayant par ses cris et son apparence sortie tout droit des enfers. Cette créature serait donc en réalité un protecteur de la nature, gardant et veillant sur les immenses forêts vosgiennes, où, des sommets des collines, son regard perçant pouvait observer les feux des braconniers et des voleurs qu'il pourchassait alors. Toutefois, la naissance de la légende du ouéran pourrait trouver une explication parfaitement rationnelle. Ce mythe aurait pu naître d'un garde forestier se déguisant afin d'effrayer les brigands de la région. Les autorités auraient alors propagé cette histoire afin de lutter contre les braconniers et les voleurs de bois. Si cette explication rassure les plus cartésiens, elle n'explique en rien les cris effrayants à glacer le sang que l'on peut encore aujourd'hui entendre la nuit dans les forêts vosgiennes. Quittons maintenant l'est de la France pour nous rendre bien plus à l'ouest, sur les côtes atlantiques de Bretagne, pour y découvrir l'incarnation de la mort en personne. Sur les côtes atlantiques de Bretagne, balayées par les vents de l'océan et le tumulte des vagues, perdure la légende d'un être mythique venu tout droit d'un autre monde afin de collecter les âmes des défunts. Ankou, figure emblématique de la culture et du folklore breton, est un être lugubre, froid et effrayant. Représenté généralement comme un vieil homme, grand et famélique, à la chevelure blanche, vêtu de noir et arborant une faux à la main, il œuvre au passage des âmes de notre monde vers celui des morts et demeurerait dans les monts d'Arrée, au cœur des terres de Bretagne, où il régnerait en maître sur ces paysages de landes et de rocs. La légende prétend que celui qui aperçoit l'Ankou meurt dans l'année. Mieux vaut donc ne pas être témoin de l'existence de cet être mythique.
Si Ankou arbore tous les attributs de la mort, il ne l'est pas. Il est en réalité, au même titre que Charon de la mythologie grecque, un passeur d'âmes, celui qui guide les défunts vers le royaume des morts. Par ailleurs, son origine remonterait à la culture celtique, antérieure de plusieurs millénaires aux croyances monothéistes de l'Église catholique et à l'image aujourd'hui admise de la personnification de la mort. Le convoyeur des âmes bretonnes semble donc instauré dans une histoire propre à cette région depuis si longtemps que la mémoire même des hommes ne saurait se souvenir de son origine. Mais si vous tenez à la vie, mieux vaut ne pas l'apercevoir. À l'autre bout de la France, en Provence, aurait existé un véritable monstre aquatique, une chimère meurtrière dont on se souvient encore aujourd'hui. C'est sur un îlot rocheux, le long des bords du Rhône, à l'endroit même où sera construit le château de Tarascon, que cette créature monstrueuse résidait au XIIIe siècle. Ses caractéristiques morphologiques la classent sans conteste dans le registre des créatures les plus effrayantes. D'énormes pattes griffues, une carapace monumentale hérissée de pics, une longue queue écailleuse, et une face de lion aux yeux rouges et à la laine fétide. Telle fut la description de la Tarasque. La légende raconte que ce monstre amphibie vivait sur les rives du Rhône, dans une zone marécageuse, attaquant les voyageurs et n'hésitant pas à faire chavirer les embarcations qui naviguaient sur le fleuve pour en dévorer les occupants. Jacques de Voragine, évêque de Gênes, la décrira dans son ouvrage « La légende dorée », publié en 1266. Il y avait à cette époque, sur les rives du Rhône, dans un marais entre Arles et Avignon, un dragon, moitié animal, moitié poisson, plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents semblables à des épées et grosses comme des cornes. Il se cachait dans le fleuve d'où il ôtait la vie à tous les passants et submergeait les navires. On raconte que, face aux dégâts de cette créature sans pitié, 16 jeunes hommes courageux décidèrent de l'abattre et de libérer la région de ce monstre. Après une lutte acharnée, la Tarasque fut finalement mise à mort, mais seulement 8 des valeureux combattants survécurent à l'affrontement. Les survivants construisirent alors, en lieu et place de la bataille, la ville de Tarascon, en hommage à leurs compagnons disparus. Malgré l'ancienneté chronologique de la Tarasque, remontant à presque 800 ans, de nombreuses festivités locales de la Provence sont encore aujourd'hui couramment organisées. Les fêtes de la Tarasque à Tarascon ont par ailleurs été proclamées par l'UNESCO en 2005 comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Preuve s'il en fallait de l'importance de cette terrifiante créature dans la culture de cette région. Remontons maintenant le Rhône, en direction de la ville de Lyon, pour y découvrir un autre monstre mythique, profondément inscrit dans la mémoire des peuples de ce lieu. C'est à la hauteur du pont du Rhône, aujourd'hui renommé pont de la Guillotière, qu'au Moyen-Âge est né le mythe du Mache-Croûte. Ce dragon aquatique aurait régné en maître absolu sur cette partie du fleuve, terrorisant les habitants de la ville de Lyon, dévorant hommes et animaux et provoquant sécheresse ou inondation. Le Mache-Croûte aurait été une créature aquatique monstrueuse, possédant une tête énorme, avec des mâchoires proéminentes, armées de dents acérées gigantesques. Ceux qui auraient pu le décrire n'ont pas eu le temps de le faire, car quelques secondes plus tard, il terminait dans l'estomac du monstre. Durant le XVIe siècle, cette bête féroce provoquait des vagues et de forts courants lorsqu'elle était énervée ou affamée, faisant déborder le fleuve sur ses rives. En plus des dégâts matériels, des hommes et du bétail se retrouvaient alors noyés et dévorés. Depuis la fin du XIXe siècle, les tragédies se raréfient et le Mache-Croûte disparaît ainsi des discussions et des cauchemars. En ce début de XXIe siècle, le Mache-Croûte fait néanmoins toujours partie du folklore lyonnais.
Une publication municipale humoristique annonçait même la découverte d'un œuf de mâche-croûte à l'occasion du 1er avril 2019. Et il fut choisi en 2022 comme mascotte pour un festival destiné à la protection des cours d'eau de la région. Si aujourd'hui rares sont les personnes à croire encore en l'existence de ce monstre, la légende, elle, partie intégrante de l'histoire et de la culture de la ville, se raconte encore de temps à autre, à qui veut bien l'entendre. Remontons maintenant plus au nord, pour nous diriger vers le Grand Est, et plus précisément vers la Champagne, où de petits êtres malicieux ont également fait parler d'eux. C'est en 1844 que la première apparition officielle de ces êtres mystérieux est mentionnée dans l'ouvrage des légendes du Bussigny champenois de Gustave Sarcot. Les Felteux y sont décrits comme des lutins, de petits êtres humanoïdes nocturnes d'une 60aine de centimètres de haut, farceurs, voleurs et épicuriens. Ces petites créatures folkloriques résideraient toujours non loin des habitations des hommes, pouvant parfois être assimilées à des génies domestiques au caractère espiègle. La légende prétend qu'une jeune cuisinière en a vu plus de 60, rangés en 3 cercles concentriques autour d'un grand feu. Le plus large était composé des palefreniers, brossant, étriant et nattant la crinière des plus beaux chevaux. Le suivant était composé de violonistes, et celui du centre de lutins plumant des volailles que la jeune fille reconnut pour lui avoir été volée. Elle choisit de les aider à cuisiner et les Felteux la remercièrent en lui donnant une grande quantité d'or, grâce auquel elle ouvrit une auberge nommée « Au Bon Felteux ». D'après différentes sources, les Felteux habiteraient durant la journée dans des grottes ou des cavernes, ne sortant que durant la nuit pour chercher de la nourriture. Ils seraient grégaires, vivant en groupe de plusieurs dizaines d'individus, et la tradition veut que si vous leur déposez des objets endommagés le soir, avec un peu de nourriture, ils soient retrouvés réparés au matin. Partons maintenant dans le département de la Côte d'Or pour y découvrir un monstre mythique, aussi effrayant qu'étrange. C'est dans la région boisée de l'est de la France qu'apparaît dès le XIIe siècle la légende d'une créature monstrueuse. Décrite dans les plus anciens textes comme un gigantesque serpent ailé et bipède, la vouivre rentre de ce fait dans le registre des dragons. Elle porterait sur son front une escarboucle, une pierre précieuse grenat lui servant, d'après la légende, à voir durant la nuit. On prétend que quiconque tenterait de lui subtiliser son trésor serait aussitôt étouffé par le corps serpentiforme de cette créature. La vouivre était si populaire durant le Moyen-Âge qu'elle fut représentée dans le Liber Floribus, un ouvrage encyclopédique enluminé réalisé par Lambert de Saint-Omer en 1120. On peut notamment y voir une vouivre se faisant terrasser par Saint Georges, image symbolique du culte monothéiste mettant à terre les anciens cultes païens. Mais cette créature mythique ne se limita pas aux simples régions de France, puisque l'Europe tout entière atteste de la présence de ce monstre serpentiforme ailé et bipède, comme le démontrent les nombreuses armoiries médiévales, à l'image de celle du duché de Milan, toujours utilisée de nos jours. La vouivre est donc profondément inscrite dans la culture populaire. Ce dragon héraldique ornant les blasons des plus lointaines régions et que le christianisme devait avoir éradiqué, ce monstre terrifiant protégeant un trésor qui rendrait quiconque le posséderait aussi riche qu'un roi, est, que l'on y croit ou pas, toujours présent aujourd'hui. Dirigeons-nous maintenant vers les massifs de la Franche-Comté, à l'est de la France, pour y découvrir le mythe d'un animal particulièrement angoissant.
C'est au début du XIXe siècle qu'apparaît dans les régions du Jura et de la Franche-Comté la légende d'un cheval diabolique. Cette créature nocturne et mystérieuse semble, d'après les témoignages, être une meurtrière en puissance. Le cheval Gauvin n'a en effet rien à voir avec la douce et paisible image de la monture travailleuse associée à la plus belle conquête de l'homme. Il s'agit d'une créature qui attire à elle, par son apparente beauté équestre, les personnes qui la rencontrent, avant de dévoiler son véritable visage et de noyer ses malheureuses victimes. Le cheval Gauvin errerait durant la nuit aux abords des cimetières, non loin des points d'eau, rivières ou marais, attendant la venue de voyageurs égarés afin d'assouvir sa soif de barbarie. Véritable monstre démoniaque, cet équidé de l'enfer aurait causé nombre de morts dans l'est de la France. Personne ne semble jamais avoir réussi à dompter cette monture insolite. Mais si jamais vous croisez durant la nuit, dans les forêts du massif jurassien, un cheval magnifique et esseulé, mieux vaut ne pas tenter de vous en approcher et fuir aussi vite que possible. Dirigeons-nous maintenant vers la pointe sud-ouest de la France, dans le Pays basque, pour y découvrir un personnage des plus inquiétants. C'est ici, à la frontière entre l'océan Atlantique et les montagnes des Pyrénées, au cœur du Pays basque français, que résonne la légende d'un individu venu de la nuit des temps. Tartalo serait un cyclope, un géant anthropophage, dévorant les voyageurs croisant son chemin. Une expression locale, être méchant comme Tartaro, atteste de la cruauté et de l'impact de ce monstre mythique sur les populations locales. Étymologiquement, le terme Tartalo fait référence au Tartare de la mythologie grecque, cette prison infernale où les titans de l'Antiquité auraient été enfermés par les dieux de l'Olympe. Se pourrait-il que l'un de ces géants mythiques, un cyclope terrifiant et cannibale, s'en soit échappé pour se réfugier dans le sud-ouest de la France, utilisant comme dénomination personnelle le nom de cet enfer des dieux. Si l'on en croit la légende, un cyclope géant, se délectant de chair humaine, aurait donc vécu terré dans les grottes des Pyrénées, instaurant par la peur dans la culture de cette région le souvenir d'une créature monstrueuse. Remontons pour finir vers le nord-est de la France, dans le département de la Meuse, pour y découvrir la véritable incarnation du diable. C'est au Moyen-Âge, dans la forêt de Verneuil-Grand en Lorraine, qu'aurait vécu cette créature démoniaque, au corps d'homme et à la tête de bouc, qui aurait fait régner la terreur dans la région. Le Warabouk aurait été présent au sabbat des sorcières, ces assemblées nocturnes où étaient organisées orgies, sacrifices d'enfants et rituels sataniques. Il se raconte partout que le Warabouk n'était autre que l'incarnation du diable en personne. C'est donc dans une terreur sans nom que les habitants de cette région française vivaient, accablés par la présence nocturne du Warabouk, de ce diable terrifiant aux abords de leur maison. La légende prétend que, lassée de vivre dans la peur, une jeune fille décida de délivrer sa région. Elle se rendit dans la forêt de Verneuil-Grand à l'occasion d'un sabbat. Très pieuse, elle fit face à la bête, armée d'une simple croix chrétienne et de sa foi. Ce geste permit à la jeune fille courageuse de dompter la créature diabolique. Elle décida d'emmener le Warabouk à la basilique Notre-Dame d'Avio, mais une fois sur place, en quelques instants seulement, le monstre disparut à jamais dans les flammes, libérant la région tout entière du terrible fléau du Warabouk. Si les forêts meusiennes semblent aujourd'hui apaisées de la présence de cette incarnation même du diable, il n'est pourtant pas rare, durant les longues nuits d'été,
que certaines personnes entendent encore des cris étouffés dans ces épaisses forêts. Les créatures mythiques ne sont pas l'apanage des régions lointaines d'autres pays du monde. Si le Bigfoot, le monstre du Loch Ness ou le Yéti semblent prédominants dans les œuvres populaires modernes, chacune des régions de notre beau pays abrite des légendes et des croyances ancestrales, peuplées de monstres et de personnages tout autant terrifiants et monstrueux. La tarasque, la vouivre, le ouéran ou la coulobre. Toutes ces créatures semblent aujourd'hui n'être que le fruit de l'imagination des peuples anciens. S'ils ne paraissent être qu'un moyen de transmettre une image forte par-delà les générations, ou s'ils ne sont que le symbole idéologique des changements de croyances des siècles passés, n'oubliez jamais que derrière chaque mythe se cache toujours une parcelle de vérité.